L'apparition de la théorie des parties prenantes marque une étape importante du développement de la RSE. En précisant les concepts clés liés aux parties prenantes, cette théorie a également joué un rôle essentiel dans l'intégration des enjeux sociaux, environnementaux par les investisseurs, aussi bien sur un plan théorique qu'à un niveau plus opérationnel. Son principal apport est de permettre de répondre plus clairement à des questions fondamentales de la finance durable, comme par exemple, quelle est finalement la nature de l'entreprise? Quel est son rôle? Auprès de qui et pourquoi? Comment doit-elle opérer ses choix? Et quelle est la place donnée aux investisseurs? Dans cette vidéo, nous aborderons d'abord l'origine, l'apport et les limites de la théorie des parties prenantes, puis dans un second temps, nous nous concentrerons davantage sur les applications de la théorie des parties prenantes de nos jours. Commençons par une définition des parties prenantes au XXe siècle. Il en existe beaucoup, et nous suggérons de retenir celle d'Edward Freeman, qui produit pour la première fois une théorie des parties prenantes dans une publication en 1984. Pour Freeman, une partie prenante dans l'organisation est tout groupe d'individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels. Cette définition est très large et peut comprendre finalement aussi bien les dirigeants, les clients, les actionnaires, les salariés ou même les communautés dotées d'une relation de proximité avec l'entreprise. Cette définition que l'on retrouve dans le papier de Freeman fait écho à la publication de Berle et Mintz de 1932. Les deux auteurs posent les fondements de la théorie de l'agence et structurent les relations de l'entreprise autour des concepts de propriété et de direction de l'entreprise en insistant sur le tandem formé par les actionnaires et les dirigeants. À leur façon, Berle et Mintz construisent une première théorie de l'entreprise mais à deux parties prenantes, légitimant pleinement le rôle des actionnaires face à un patronat tout-puissant à cette époque. Leurs idées façonnent le droit des entreprises jusqu'à nos jours, surtout aux États-Unis. Ils reconnaissent néanmoins que les entreprises de l'époque se développent très vite et disposent désormais d'attributs et de pouvoirs, faisant d'elles des institutions sociales majeures. Ils évoquent même une évolution des entreprises qui devrait les conduire à une technocratie neutre, équilibrant les différents groupes de la communauté. Cette conception donnera lieu plus tard à une représentation de l'entreprise comme un lieu ouvert où se rencontrent et se lient différents types de relations visant à ordonner les objectifs et coordonner les actions de cette organisation de droit privé, mais opérant dans une sphère publique. L'idée que l'entreprise aurait des obligations morales vis-à-vis des tiers réapparaît en 1953 dans l'ouvrage de Bowen, qui marque le début du concept de RSE, de responsabilité sociale d'entreprise. Toutefois, Bowen inscrit ces obligations dans une perspective morale et religieuse et non pas sociale. Selon Freeman, le terme de stakeholder est formellement introduit en 1963 dans un mémo de Igor Antsov, dans lequel Igor Antsov joue sur les mots stockholder et stakeholder. Antsov exprime ainsi que les actionnaires, les stockholders, ne sont pas les seuls à avoir un enjeu ou un intérêt dans l'entreprise. Il préconise de prendre en compte la satisfaction des parties prenantes afin de définir les objectifs organisationnels. Bien que valorisant l'importance de la satisfaction des parties prenantes, Antsov les présente plutôt comme des contraintes. Du côté des pratiques d'entreprise, on peut citer dès 1943 l'exemple de la société pharmaceutique Johnson & Johnson. Avant de s'introduire en bourse, elle structure une forme de raison d'être appelée « Notre Credo » et dans lequel elle décrit qui sont ses principales parties prenantes et leur ordre de priorité en commençant par les patients. Abordons maintenant la genèse, les apports et les limites de la théorie des parties prenantes. Edward Freeman publie donc en 1984 son article « A Stakeholder Approach to Strategic Management » et pose les fondations de la théorie des parties prenantes. Comme le titre l'indique clairement, Freeman inscrit sa théorie dans une perspective de gestion stratégique de l'entreprise et se justifie en évoquant un monde plus volatile et complexe dans lequel les approches classiques n'ont pas toujours de réponse aux questions auxquelles les dirigeants sont désormais confrontés. Freeman situe sa théorie au croisement des courants de planification stratégique, comme les théories d'Antsov, mais également de RSE, comme celle de Bowen, mais aussi de la théorie des organisations et la théorie des systèmes. Pour lui, cette approche est à la fois descriptive, c'est-à-dire qu'elle explique les tensions et les objectifs multiples, mais elle est également prescriptive, en cela qu'elle oriente et guide
les choix des dirigeants. Cette théorie a de nombreux apports. Tout d'abord, son architecture repose sur la justification de l'existence des parties prenantes en s'appuyant sur deux arguments. Le premier est le pouvoir et le deuxième est la légitimité. L'entreprise est un lieu à la fois virtuel et physique où se rencontrent les intérêts des clients, des dirigeants, des collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires, etc. Et ces intérêts sont tantôt collaboratifs, tantôt concurrents. Et les parties prenantes, incarnant ces intérêts spécifiques, disposent de pouvoirs autonomes. L'entreprise doit donc trouver les moyens de mobiliser ses pouvoirs pour atteindre ses objectifs, aussi bien pour assurer son développement que sa survie. Cette conception des parties prenantes s'inscrit donc dans une perspective de gestion stratégique des ressources dont certaines parties prenantes font partie ou non. Les relations liant l'entreprise à ses parties prenantes sont des relations de dépendance réciproque qui peuvent être symétriques et équilibrées ou non. Cette approche des parties prenantes est qualifiée d'approche descriptive. L'autre pilier, fondant l'existence et même l'impérieuse reconnaissance des parties prenantes par l'entreprise, tient à leur légitimité. Cette fois, deux sous-approches peuvent être distinguées. La première est de nature instrumentale et s'inscrit dans le courant des théories néo-institutionnelles. La légitimité est acquise en se conformant aux normes, aux croyances et aux règles du système d'appartenance. Autrement dit, la légitimité est pragmatique. C'est une conformité aux valeurs et aux constructions sociales auxquelles l'entreprise ne peut échapper, mais qu'elle contribue à sa manière aussi à façonner. La seconde approche est normative et s'inscrit dans une perspective éthique. Ainsi, Freeman invoque l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant. Les parties prenantes, en tant qu'elles sont humaines, doivent en tout lieu et en tout temps être appréhendées comme des fins et non comme des moyens. D'autres perspectives éthiques seront développées par Freeman et d'autres chercheurs au sein de cette approche normative, avec par exemple le bien commun, la théorie des contrats sociaux intégrés ou même l'éthique féministe. Sans forcément le dire de manière explicite, ce second pilier fondé sur la légitimité se préoccupe beaucoup de justice sociale et de capacité à vivre dans un ordre pacifié et durable. Cette dimension est importante à garder en tête lorsque Freeman déclare que sa théorie des parties prenantes est tout autant descriptive que prescriptive. Au fil des ans et des publications, Freeman propose l'adoption de trois grands principes. Le premier est de reconnaître formellement que l'objet de l'entreprise est de servir les intérêts de ses parties prenantes primaires. Le deuxième est que les membres du conseil d'administration et les dirigeants ont un devoir de diligence vis-à-vis des parties prenantes primaires. Le dernier est que les parties prenantes primaires doivent disposer des moyens d'initier une action de recherche de responsabilité à l'encontre des dirigeants si ces derniers n'ont pas exercé leurs obligations de diligence raisonnables pour prévenir que les actions de l'entreprise ne nuisent aux parties prenantes primaires. Abordons maintenant les limites. Car, victime de son succès, la théorie des parties prenantes a des limites. Elle prend finalement de nombreuses directions et perd rapidement de sa cohérence aux yeux de certains chercheurs. La principale limite se situerait finalement dans cette ambiguïté congénitale de la théorie de Freeman, liée à la coexistence des deux piliers que sont le pouvoir et la légitimité. Autrement dit, plusieurs chercheurs, mais également des praticiens, considèrent que le mélange des approches descriptives et normatives pose un problème et brouille les objectifs. Pour des auteurs comme Goodpaster, par exemple, chacun des deux piliers peut être envisagé, mais seulement de manière séparée et exclusive vis-à-vis de l'autre. Selon lui, les domaines éthiques et économiques relèvent de logiques et même d'ontologies différentes. Elles ne peuvent donc pas être mobilisées de manière simultanée pour fonder une théorie. L'économique se structure principalement, selon lui, par le truchement de l'intérêt personnel comme motivation principale du comportement humain. Pour d'autres, et Freeman en particulier, l'intérêt justement de cette approche réside dans l'intégration des deux piliers. Et Freeman dira que le caractère fluide et protéiforme de ces théories, voire même des théories des parties prenantes, en constitue le principal intérêt. Ce débat sur la pertinence et la possibilité d'intégrer les deux piliers a donné lieu à de nombreuses études empiriques, visant à mesurer si leur combinaison produit des performances financières et extra-financières supérieures et, le cas échéant, dans quelles conditions. Finalement, la principale limite
de la théorie des parties prenantes est de ne pas avoir réussi à bien appréhender la dynamique qui se forme, et parfois disparaît, puis réapparaît, entre les deux piliers du pouvoir et de la légitimité, entre l'économique et l'éthique. Abordons maintenant le lien entre la théorie des parties prenantes et la finance responsable et durable. Reconnaissons d'abord que cet apport de la théorie des parties prenantes est considérable dans la construction théorique de la finance responsable et durable. Avant les années 80, seule la finance éthique existe à proprement parler. Elle est plutôt anglo-saxonne, avec quelques investisseurs actifs, mais souvent sur un positionnement de niche lié aux racines religieuses. La théorie des parties prenantes permet de sortir de cette approche fondée sur des croyances religieuses et de prendre des dimensions stratégiques, organisationnelles et compatibles avec des courants de pensée plus classiques. En justifiant l'importance des parties prenantes à un niveau équivalent à celui des actionnaires, cette théorie introduit l'idée qu'il existe une redevabilité de l'entreprise à l'encontre de ses parties prenantes. Il n'y a donc pas de raison que celle-ci refuse un reporting couvrant ses objectifs et ses résultats, au même titre que les actionnaires ont droit à un rapport annuel comprenant un rapport de gestion et les états financiers. Ce reporting permet de légitimer et objectiver une mesure de la performance sociale des entreprises. Ce point est important car il rend possible et même opérationnalise les facteurs ESG que l'on retrouve ensuite derrière les scores ESG et les notations extra-financières, qui apparaissent un peu plus tard, vers la fin des années 90. La théorie des parties prenantes a ainsi ouvert la voie à une transformation d'une gouvernance financiarisée, à l'usage quasi exclusif des actionnaires, vers une gouvernance plus sociétalisée, au service de multiples parties prenantes, dont les actionnaires sont généralement les premiers de la liste. Mais comme le soulignent Jean-Pascal Gon et Samuel Mercier, dans un article en 2006, cette théorie a surtout servi à légitimer une zone de recoupement entre les deux approches, descriptive et normative, voire néo-institutionnelle, dont pouvaient sortir des synergies de performance aussi bien financières qu'extra-financières. La finance responsable, au début des années 2000, s'en saisit et fonde une valeur intrinsèque pour les investisseurs à intégrer l'ESG, aussi bien dans leur intérêt privé et individuel que dans l'intérêt général du système. En quelque sorte, la finance durable a hérité de cette ambiguïté congénitale de la théorie des parties prenantes de Freeman, mais y trouve également sa propre légitimité. Si le voile de cette ambiguïté n'est pas facile à lever, le grand intérêt de la théorie des parties prenantes réside dans le fait que les problèmes d'éthique et de systèmes non durables entretiennent une grande porosité avec les problèmes économiques ou à l'échelle individuelle. La souplesse et le caractère protéiforme de cette théorie en font aussi sa force, car comme Freeman l'écrivait, elle s'accommode facilement de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, dont les frontières se déplacent en fonction de ce qui est collectivement jugé non plus souhaitable un jour, mais rapidement nécessaire et non négociable le lendemain. Maintenant que vous en savez plus sur les origines, les apports et les limites de la théorie des parties prenantes, abordons les applications actuelles de cette théorie dans 4 domaines. L'activisme actionnarial, le droit des sociétés, les modèles de gouvernance et les systèmes de reporting. Commençons par l'activisme et le mélange des genres. Précisons que la ligne de démarcation entre les holders, que Freeman utilise, a beaucoup évolué depuis son premier ouvrage. En effet, la distinction initiale entre les stakeholders et les stakeholders se brouille à partir des années 2000, lorsque certaines parties prenantes, comme des organisations religieuses, achètent des actions d'entreprise pour déposer des résolutions d'actionnaires aux assemblées générales qui visent à promouvoir les droits humains, l'égalité entre les genres ou la défense de l'environnement. De la même manière, le développement de l'épargne salariale, investie en actions de l'entreprise, brouille la ligne de démarcation entre les actionnaires d'un côté et les collaborateurs de l'autre. Une de ces applications particulièrement marquantes de la théorie des parties prenantes se trouve en France. Il s'agit de la loi Pacte. Elle a en effet acté en 2019 que les sociétés ne sont pas gérées dans l'intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite de fins qui leur sont propres. Elles n'ont donc pas pour unique objet l'enrichissement de leurs associés. Leur intérêt, comme l'avaient déjà mentionné les rapports Viennot d'ailleurs en 1995 ou le rapport Nota-Sénard en 2018, est bien l'intérêt collectif de leurs parties prenantes. L'article 1833 du Code civil que la loi Pacte a modifié impose dorénavant à chaque société d'être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les débats français ont souligné que la prise en compte de ces enjeux
participent clairement de la performance de long terme de l'entreprise. La seule limite serait de prendre en compte de manière excessive ces enjeux au détriment notamment du patrimoine et de la rentabilité économique de court terme de l'entreprise, ou également sa capacité de performance à long terme. Il y a fort à parier que Edward Freeman ait trouvé la loi Pacte et le devoir de vigilance de 2017 parfaitement alignés avec les 3 principes que nous avons mentionnés un peu plus tôt. Des exemples de gouvernance partenariale plus ouverte sur certaines parties prenantes existent déjà depuis assez longtemps. Ainsi, l'Allemagne adopte un système de gouvernance d'entreprise dans lequel les salariés occupent généralement la moitié des sièges du conseil de surveillance, et cela depuis plusieurs décennies. Et cette pratique s'est beaucoup développée durant les années 2000 et 2010. Sans passer par des modifications du Code civil comme en France, le concept d'entreprise à mission se développe également aux États-Unis et ailleurs dès le milieu des années 2010. Les statuts d'entreprise peuvent ainsi formellement articuler des objectifs pour l'entreprise visant à promouvoir les intérêts particuliers de certaines parties prenantes. Le dernier domaine où la théorie des parties prenantes s'exprime pleinement est celui des réglementations européennes liées à la durabilité, ainsi que les obligations de reporting qu'elles génèrent. La finance durable a été largement transformée par l'adoption du Pacte vert européen, le fameux Green Deal, et la nécessité de transformer l'économie et financer la transition énergétique et écologique d'une manière juste. La planète fait partie des parties prenantes, et des réglementations comme SFDR ou l'article 29 de la loi énergie-climat en France. Ces réglementations exigent que les investisseurs fassent état de leur prise en considération des principales incidences négatives, les PAI en anglais, pour les Principal Adverse Impacts, liés à leurs investissements. De la même manière, les investisseurs doivent s'assurer que les entreprises dans lesquelles ils investissent pour leurs fonds, appartenant à la catégorie article 8, respectent bien des principes de bonne gouvernance. Mais ici, il ne s'agit pas des principes de bonne gouvernance à l'anglo-saxonne, inscrits dans une centralité de l'actionnaire. Il s'agit d'une gouvernance centrée sur les parties prenantes, la stakeholder value. Il s'agit par exemple d'étudier la qualité des relations sociales, le bon niveau des rémunérations des collaborateurs, et si l'entreprise paye sa juste part d'impôts. Du côté des entreprises, le reporting évolue vers un cadre nouveau, à la fois plus exigeant, plus détaillé et plus large. La directive CSRD introduit les standards ESRS et le principe de double matérialité. Les ESRS couvrent les différentes parties prenantes primaires au travers d'environ 1200 points de données. Le principe de double matérialité est une autre révolution copernicienne, car pour la première fois, les entreprises doivent évaluer quelles sont les incidences négatives de leurs activités sur les parties prenantes, sans pour autant que ces incidences négatives ne présentent de risques pour elles-mêmes. Le fameux cheval de Troie utilisé historiquement pour le reporting d'entreprise, dans une perspective de shareholder value, était que l'entreprise doit faire état des risques que ces externalités peuvent porter en effet de second tour à sa propre activité. Et comme nous l'indiquions plus tôt, ce principe est fondateur dans la construction de la finance responsable et durable au début des années 2000. Si des risques extra-financiers ont une probabilité réelle d'impacter la valeur des investissements, alors la responsabilité fiduciaire de l'investisseur l'oblige à s'y intéresser dans l'intérêt de son bénéficiaire. La double matérialité postule autre chose, en se rendant comptable des impacts potentiels sur ses parties prenantes primaires et secondaires. L'entreprise introduit une première couche de redevabilité, et de cette première couche de redevabilité pourra naître ensuite une seconde couche de responsabilité. Comme pour l'approche intégrative des 2 piliers économiques et éthiques, la double matérialité souligne non pas tant la ligne de démarcation entre une matérialité qui ne concerne que l'entreprise et ses actionnaires d'un côté, et une matérialité qui ne concernerait que les parties prenantes d'un autre côté. Cette double matérialité trouve son intérêt dans la dynamique qui les lie et les façonne mutuellement. En cela, la double matérialité est absolument freemanienne.